Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire Face aux chrétiens. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris. Madame, bonjour. Bonjour. Avec moi pour vous interroger, des journalistes de médias chrétiens dans leur diversité. Mathieu Castagnier pour le quotidien La Croix. Bonjour. Vincent Desmonts pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et Romain Mazenot pour le réseau des radios chrétiennes RCF. Bonjour. Alors, naturellement, nous allons évoquer avec vous les prochaines élections législatives, après le changement à l'Élysée et à Matignon, mais aussi le dossier plus spécifique qui vous concerne également tout autant, celui de Paris. Et nous passerons, comme d'habitude, à diverses autres questions d'actualité. Je pense à ceux qui vous sont chers, notamment côté social et économique. Alors, les élections du 10 et 17 juin, pour commencer, je vois que dans le 15e arrondissement de Paris, qui est votre terre d'attache sur le plan notamment électoral, le PS se présente ou soutient comme candidat alors un radical, Gilles Alayrac, et une jeune socialiste, Capucine Edou. Alors ma question, vous la devinez bien entendu, pourquoi n'êtes-vous pas candidate cette fois-ci, puisque vous l'étiez en 2007 ? Alors j'ai quelques hypothèses, mais vous allez me répondre. Est-ce que c'est pour anticiper sur le non-cumul des mandats ou est-ce que c'est pour éviter une défaite qui pourrait porter de l'ombre à d'autres échéances électorales ? Non, vous savez, moi j'ai fait le choix depuis longtemps de me présenter là où j'habite, le 15e arrondissement. Je suis fidèle à cet arrondissement. C'est une terre de mission pour nous, puisque pour la gauche. Traditionnellement acquise à la droite ? Oui, avant 2001, la gauche faisait 25%, était éliminée dès le premier tour et la droite passait triomphalement avec des scores de 75%. Depuis, il y a effectivement une progression importante et avec les élus, avec les équipes de militants, avec les habitants, tout simplement, je crois qu'il y a une envie de changement, en tous les cas qui accompagne la démarche qui est la mienne. Donc j'ai été candidate aux législatives lors des dernières élections. C'est aussi pour anticiper le non-cumul des mandats. Je veux me consacrer entièrement à Paris, ce que je fais d'ailleurs, et pour cela, effectivement, le signe le plus clair vis-à-vis des concitoyens, c'est de ne pas être candidate aux législatives, d'autant qu'on a deux candidats, une candidate Capucine Edou au nord de l'arrondissement et Gilles Alayrac au sud de l'arrondissement, qui sont de très bons candidats et que je soutiens. Je suis à leur côté et j'espère, en tous les cas pour Gilles Alayrac, qu'il y a une petite possibilité, difficile, mais en tous les cas une petite possibilité de l'emporter. Donc je ferai tout à ses côtés. Mais vous ne vouliez pas prendre le risque vous-même, personnellement ? C'est pas une question de risque. Vous savez, le risque, je le prends depuis 10 ans. D'ailleurs, ça a souvent été utilisé par mes adversaires comme, regardez, elle est dans un endroit où elle n'est pas encore majoritaire. Donc le risque, vous savez, le risque politique, je ne fais pas partie de celles et ceux qui considèrent que la politique, c'est trouver la meilleure circonscription ou le meilleur endroit pour se faire élire dans des pantoufles. C'est pas du tout ma culture. Ma culture, c'est plutôt de convaincre, de faire adhérer. Et par ailleurs, d'être candidate dans le 15e arrondissement, puisque c'est ma terre d'élection, ça permet aussi à Paris de bénéficier d'un rapport de force électorale important. Le plus gros arrondissement de Paris fournit à peu près 10% des voix de la gauche à Paris. C'est pas rien. En nombre de voix, le 15e a apporté quasiment autant que le 13e ou le 19e arrondissement à la victoire de François Hollande. Et ça, pour moi, c'est aussi quelque chose d'important d'être là et pas simplement d'aller là où c'est très facile de gagner parce que le travail a été fait par d'autres avant vous. Alors, on pourra aussi prolonger, bien sûr, ce dossier sur Paris. Il y a d'autres questions sur d'autres échéances. Mais en attendant, je passe la parole à Mathieu Castagnier pour la Croix. Alors, restons peut-être un tout petit peu sur Paris, mais aussi sur la composition du gouvernement. Il y a 3 élus parisiennes dans ce gouvernement, mais il n'y a pas le maire de Paris, dont le nom avait pourtant été très cité. On dit qu'il en a été meurtri, vous qui le connaissez bien. Non, vraiment. Enfin, je pense que Bertrand Delanoë, de toute façon, exprimera, s'il le souhaite, bien sûr, son point de vue. Mais il est maire de Paris, c'est-à-dire qu'il est à la tête de la plus grande collectivité territoriale de France. C'est un rôle extrêmement important, c'est un statut très important. Donc voilà, c'est un choix qu'il a fait aussi de fidélité aux Parisiens et c'est un choix extrêmement respectable. Romain Mazenot pour RCF. Oui, dans la perspective des législatives, la gauche se présente en ordre dispersé dans plusieurs circonscriptions difficiles où elle risque de ne pas être présente au second tour. Est-ce que vous regrettez cette situation, cette absence d'accord et qui en est responsable ?
Oh, je crois que c'est un peu tard pour avoir des regrets ou même pour chercher des responsabilités. Oui, moi je pense que c'est toujours mieux quand effectivement on est unis et l'ensemble de la gauche, l'ensemble des partenaires. Un accord avait été trouvé avant la présidentielle avec Europe Écologie Les Verts et pas avec le Front de gauche, bon, qui était aussi dans une autre logique. Donc voilà, les choses sont ainsi. Ce qui m'importe, et ça a été rappelé hier par la première secrétaire du Parti socialiste, Martine Aubry, c'est qu'au deuxième tour des législatives, il y ait de toute façon une attitude républicaine de soutien aux candidats. Voilà, par exemple, le candidat de la gauche arrivé en tête dans les circonscriptions, c'est lui qui doit être soutenu par les autres. Et ça, c'est déjà, enfin, je pense, extrêmement important. Il ne peut pas y avoir des conséquences, un peu des dégâts avec le nombre de dissidences qui se sont manifestées ici ou là? Les dissidences, c'est vrai qu'il y en a eu un certain nombre, Je pense à Rhône-Alpes, je pense à la Bretagne ou encore à d'autres circonscriptions. Je pense que le fait qu'on ait pu trouver une solution, par exemple, sur Paris, c'était l'élément central, me semble-t-il, de la stratégie de nos partenaires. Donc cette solution a été trouvée. Moi, j'ai accompagné Danielle Hoffmann, qui était la candidate socialiste sortante, qui a dû laisser sa place suite à l'accord avec Europe Écologie Les Verts. Et je considère que dès lors que Danielle Hoffmann va pouvoir retrouver son siège à l'Assemblée, puisque de fait c'est elle qui va siéger à l'Assemblée. Parce que c'est Cécile Duflot qui se présentera. Oui, et qui est ministre. Donc c'est Danielle Hoffmann. Ça permet au PS aussi d'avoir un siège supplémentaire au groupe socialiste à l'Assemblée et surtout à Danielle Hoffmann de pouvoir continuer son travail, puisque c'est une excellente parlementaire. Et moi, je lui suis et je lui ai été fidèle en amitié et je le reste. Mathieu Castagnier-Lacroix. Globalement, est-ce que vous estimez que la logique et le rapport de force politique conduit inexorablement à une victoire de la gauche et peut-être même à une victoire du PS seul à ces législatives ? Il n'y a jamais de logique ou d'effet mécanique en politique, donc c'est une question de dynamique. Et je crois que d'abord, la dynamique que le gouvernement marque par sa composition, les premiers pas de François Hollande, tant sur la scène internationale, européenne ou même ici au niveau national, sont des points très importants qui créent une dynamique. Moi, j'entends beaucoup nos concitoyens, les Parisiens, puisque pour l'instant, j'ai fait essentiellement campagne à Paris, nous dire, voilà, on a envie qu'il réussisse, on a envie de lui faire confiance et on ne va pas partir dans des calculs, y compris des électeurs de droite qui sont venus me dire, voilà, nous on n'a pas envie de jouer le chaos politique, il a gagné, il faut qu'il ait une majorité et je crois que cette dynamique-là et la composition même du gouvernement, c'est-à-dire la force de ce gouvernement avec la parité, avec des personnalités nouvelles, mais aussi des personnalités d'expérience, le rôle que joue Jean-Marc Ayrault, c'est quelque chose qui crée cette dynamique qui nous permettra de gagner, en tous les cas, je le souhaite, et le plus possible, effectivement, d'élus socialistes, et puis une majorité de gauche à l'Assemblée, c'est ça l'objectif. Vincent Desmonts pour Radio Notre-Dame. Est-ce que vous ne craignez pas, malgré tout, une forte démobilisation des électeurs de gauche, les présidentielles ayant été, pour certains l'ont dit, gagnées sur un anti-sarkozysme assez fort, sans doute? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un gros risque d'abstention finalement ou de démobilisation des électeurs? Il faut toujours craindre après une élection aussi forte que la présidentielle qu'il n'y ait pas la même mobilisation, mais je ne la sens pas, cette démobilisation, au contraire. Je sens plutôt les nôtres, en tous les cas ceux qui ont accompagné la victoire de François Hollande, très mobilisés, ils sont sur le terrain. Quand je discute avec tous les candidats avec lesquels je suis en lien, ils me disent que leur comité de campagne, l'accueil sur les marchés, dans la rue, dans les porte-à-porte, puisqu'on continue, ça a été une méthode, je crois, efficace, qu'on sent plutôt une envie de venir à nouveau confirmer le choix du 6 mai dernier, mais à nous, effectivement, d'être dans la dynamique, attractif, de faire campagne. On ne gagne pas s'il n'y a pas une campagne, si on ne va pas parler aux citoyens, si on ne répond pas à leurs inquiétudes. Elles sont grandes, les inquiétudes sur la question économique, la crise de la zone euro sont des éléments très présents dans les discussions qu'on a avec nos concitoyens, mais la mobilisation est là.
Romain Masneau, RCF. Si le FN obtient des députés dans le cadre du scrutin majoritaire, ce sera une première. Est-ce que ce sera pour vous une source d'inquiétude ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez normal qu'un tel courant politique important dans la vie politique française soit représenté à l'Assemblée ? Moi, je pense que tous les courants qui ont un poids dans la vie politique doivent être représentés. Après, le Front National, pour moi, n'a jamais été et ne sera pas, en tous les cas, même avec le casting nouveau de Marine Le Pen, ne sera pas un parti qui joue dans véritablement le jeu républicain. Ça reste un parti qui continue à opposer, à stigmatiser, à chercher la responsabilité exclusivement dans l'étranger. Donc, on fera avec. C'est un parti qui est autorisé à jouer dans le jeu de la démocratie, mais qui ne porte pas les valeurs de la République et de la démocratie. Je pense que ces sujets-là, avec la réforme qui sera proposée, qui était dans le projet de François Hollande, de la proportionnelle, voilà, ce sujet-là sera un peu derrière nous si effectivement on laisse une part de proportionnelle dans le jeu démocratique électoral. Anne Hidalgo, quand la proportionnelle? Dans le cadre de ce mandat. L'introduction d'une dose de proportionnelle en France. Oui, la droite l'avait proposé, enfin M. Sarkozy l'avait proposé. Et la gauche en parle régulièrement, mais comment elle peut être nous mise en n'étions pas application? au pouvoir, donc... Comment peut-elle être mise en application? Je pense que là, il y aura des grandes réformes institutionnelles, ça fait partie des grandes réformes. En tous les cas, il y a un engagement de François Hollande et du gouvernement, à eux de travailler et de dire aussi dans quel calendrier. Mais je pense que c'est très important d'aller vers une dose de proportionnelle. Ce n'est pas la proportionnelle intégrale, mais une dose importante de proportionnelle pour permettre effectivement aux partis, aux formations politiques moins fortes, pas les deux grands partis qui structurent notre vie démocratique, de pouvoir exister. J'y verrai aussi beaucoup d'avantages. Je pense que la question des accords d'appareil ne sera plus un sujet de la vie politique dès lors qu'il y aura la proportionnelle. Voilà, et ça me paraît important. Mathieu Castagnier-Lacroix. En attendant la proportionnelle, on reste au scrutin oui, majoritaire. J'aurais voulu votre sentiment sur deux cas de figure qui pourront se présenter. Alors le PS a été assez clair en disant quand il y aura un candidat FN avec un autre candidat, on appellera à voter pour le candidat contre le FN. Et en cas de triangulaire, est-ce qu'il faudra que dans certains endroits, le PS éventuellement retire son candidat afin de favoriser l'élection d'un candidat de la droite républicaine contre le FN? Alors, a priori, il faudra regarder au cas par cas quelle est la situation et effectivement ne pas favoriser ou faciliter l'élection de candidats FN. Et ça sera regardé au cas par cas. Mais à partir du moment où il y a des triangulaires, bon, sauf si il y a vraiment des déséquilibres très forts entre les candidats qui arrivent à la triangulaire permet aussi de départager des candidats. Ce n'est pas quelque chose d'indécent en démocratie que de passer à un moment donné par une triangulaire. Mais je pense qu'il faut avoir toujours, en tout cas ça a plutôt été rappelé dans ce sens-là hier par Martine Aubry, avoir toujours en tête qu'on ne peut pas, en tous les cas, se permettre de faire gagner des candidats FN parce que ça serait une donnée nouvelle de notre vie politique et franchement, je ne crois pas qu'elle nous ferait grandir, cette donnée-là. Il y a quand même quelque chose d'un peu paradoxal, puisque vous dites, là, en gros, on est prêt à examiner toutes les situations pour barrer la route au Front National. Et juste avant, vous avez dit la proportionnelle permettra à tout le monde d'être représenté. C'est-à-dire qu'il y aura forcément à la proportionnelle des élus Front National. Donc pourquoi est-ce que ce que vous combattez actuellement très fortement, vous allez quelque part l'encourager ou l'organiser dans une certaine mesure? On va l'organiser, ou pas l'encourager, mais organiser la proportionnelle, c'est reconnaître la possibilité à des formations moins influentes, mais tout de même importantes et jouant leur place. Je pense effectivement à Europe Écologie, je pense au Front de Gauche, il y a le FN aussi, de prendre leur part dans la vie politique nationale. Ça me paraît une mesure juste. D'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de pays qui n'ont pas aux élections nationales au moins une dose de proportionnelle. Donc ça me paraît une mesure juste. Après, le Front National n'est pas interdit. Donc voilà, et à partir du moment où il n'est pas interdit, il faut faire avec, le combattre sur ses idées,
aller chercher des électeurs qui peuvent être tentés par l'offre politique du Front National parce qu'ils sont inquiets, parce que effectivement ils sont dans des situations qui les font plutôt penser que dans ces extrêmes-là il y a des solutions. Il faut aller discuter avec eux, ce que nous faisons. Vous savez, moi ça m'est arrivé dans les porte-à-porte, dans certaines cités, bien sûr, de tomber sur des gens qui avaient voté Front National entre les deux tours. J'ai discuté avec eux. Et voilà, je ne sais pas si je les ai convaincus, mais en tous les cas, il faut avoir un échange de fond sur le fait que cette solution-là, celle du Front National, serait une catastrophe pour la France. Voilà. Alors, Anne Hidalgo, nous allons marquer une première pause dans cette émission. Nous vous retrouverons dans quelques instants. Merci. Notre invitée aujourd'hui est Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris. Elle est interrogée par Mathieu Cassagnier pour La Croix, Vincent Némon pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Alors Anne Hidalgo, si vous deviez, on va revenir un peu sur Paris, si vous deviez briguer la succession de Bertrand Delanoë, comme on vous prête depuis un certain temps déjà ce dessin et que vous n'avez jamais clairement démenti, j'aimerais tout simplement vous demander quel serait l'adversaire que vous préféreriez avoir politique en face de vous, François Fillon ou Rachida Dati? Ce n'est pas à moi de choisir le candidat ou la candidate de l'UMP. Non, je crois que dans une élection, en tout cas, moi j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est comme ça aussi que je fonctionne auprès de Bertrand Delanoë, que lui-même fonctionne. C'est le projet, c'est la proposition qui est la nôtre qui doit structurer une élection. Peu importe les candidats. Un avis sur la qualité, par exemple, de rassemblement du candidat adverse. J'ai plutôt le sentiment qu'en ce moment, ils sont quand même en difficulté, que François Fillon, qui arrivait à Paris pour rassembler, mettre de l'ordre, a généré à nouveau un désordre très visible. Moi, je ne suis pas commentatrice de cela, mais je l'observe et je l'analyse, bien sûr. Ça fait partie des éléments politiques qu'il faut prendre en considération quand on travaille, quand on pense effectivement aux élections, aux échéances à venir aux municipales de 2014. Donc voilà, moi je n'ai pas d'avis sur la pertinence de telle ou telle offre politique. Je constate qu'elles sont très différentes. Voilà, que M. Fillon, certes, sera député parisien, mais Paris est une ville assez particulière. Ça fait 10 ans que je suis élue, que je travaille, j'adore cette ville. Les Parisiens sont très particuliers. C'est des gens un peu frondeurs, ils aiment bien donner leur avis sur tout, et ils ont raison, je suis comme eux. Mais qui avaient des hommes politiques de droite à l'hôtel de ville pendant des décennies. Oui, mais Paris a beaucoup changé. Et là aussi, il y a eu des transformations d'abord de nos sociétés, voilà, des transformations dans les grandes métropoles comme Paris, c'est vrai partout dans le monde, et des grandes transformations qu'on a accompagnées depuis 10 ans. Et ça, c'est une donnée, voilà, il y a des réalités sociologiques qui ont leur traduction politique, et je me dis que M. Fillon représente autre chose, c'est un conservatisme. Regardez un très beau sujet qui est comment reconquérir un espace uniquement dédié à la voiture qui est magnifique. Alors, on va y venir, les voies sur berge. Il a dit à l'époque que non, il ne voulait pas. Bon, voilà, c'est... Par exemple, sur ce qui peut apparaître comme une anecdote, c'est une incompréhension sans doute de ces grandes transformations des grandes métropoles internationales. On y reviendra très probablement sur les fameuses voies sur berge. Je voudrais passer le relais à Vincent Némon pour Radio Notre-Dame. Oui, précisément, à plus court terme, avant les échéances municipales de 2014, maintenant que l'Élysée et Matignon sont à gauche, du même côté donc que la mairie de Paris, quels sont justement ces dossiers que vous allez pouvoir débloquer, qui jusqu'à présent étaient encore bloqués? On vient de parler, peut-être peut-on s'arrêter quelques secondes sur ces voies sur berge. Ça va être fait rapidement, elles vont être rendues aux piétons, c'est prévu cet été, après Paris-Plage? Non, alors on a raté le rendez-vous de cet été grâce à M. Fillon, puisque au moment où nous étions en train de travailler sur ce calendrier, puisqu'on devait inaugurer la rive gauche cet été, il a empêché les autorités administratives régionales et parisiennes de travailler avec nous et de conclure avec nous. Il a interdit à l'époque aux
l'aéroport de Paris de continuer sa négociation et son travail avec nous pour préparer les voies sur berge. Il avait également donné des consignes au préfet. Bref, donc il a bloqué, ce qui fait qu'on a raté l'échéance de cet été. Mais en revanche, et ça je l'ai dit au Conseil de Paris, nous sommes sur l'ouverture notamment de la rive gauche, donc les voies sur berge reconquises pour les Parisiens, au printemps prochain. Voilà. Donc on a devant nous, bien sûr, ce dossier sera porté devant le Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Nous lui demanderons qu'il nous accompagne, qu'il autorise ses services à travailler avec nous pour faire les aménagements qui nous permettent effectivement... Mais quand vous entendez Anne Hidalgo dans les rangs de l'opposition municipale que sur ces fameux 2 km 300 qui sont en plein cœur de Paris vont être subtilisés aux automobilistes, donc est-ce que ça veut dire que eux s'inquiétant qu'un mode de transport ne sera pas suffisant, vous n'entendez pas cette critique? Cette critique n'est pas fondée parce qu'on a travaillé justement sur les alternatives en matière de transport public. Il y a le travail qui a été fait sur la ligne 1 du métro. On a un travail sur également le transport fluvial des voyageurs avec la relance de la navette Voguéo qui n'avait pas, parce qu'elle n'était pas sur un trajet très pertinent. Donc voilà, on a remis ça, je dirais, en discussion pour des propositions. Et puis surtout, si vous voulez, on a fait tous les comptages de circulation, autant sur la rive droite. Il ne nous paraissait pas possible de fermer complètement la circulation parce que la rive droite, c'est vraiment, il y a 40% des véhicules de la rive droite qui traversent Paris sans s'arrêter. Et donc si on avait fermé complètement la rive droite, on aurait effectivement eu des gros soucis en matière de circulation. La rive gauche n'est pas du tout de même nature. La rive gauche, entre le 13e arrondissement et le 15e arrondissement, qui sont les deux extrémités, il y a 60 feux qui arrêtent les véhicules, qui régulent le trafic. Donc on est dans autre chose et il y avait une possibilité sur laquelle on a travaillé de pouvoir reporter la circulation, y compris en aménageant une voie de circulation supplémentaire au niveau de l'Assemblée nationale du quai Anatole France. Donc on a étudié tout cela. L'opposition joue son rôle d'opposition, mais en même temps, ni le travail qui a été fait, et y compris avec les services de la préfecture de police. Le préfet de police, il ne nous a pas bloqués dans ce travail-là. On a fait tout le travail avec lui. Bon, il y a eu une opposition politicienne de M. Fillon dans laquelle il s'est engouffré, dont acte, les Parisiens et les amoureux de Paris pourront aller se promener sur les berges de Seine, et notamment sur la rive gauche, au printemps prochain. Mathieu Castagnier-Lacroix. Alors après les berges, il y aura les municipales bientôt, 2014. Est-ce que vous souhaitez que le candidat de la gauche à Paris soit désigné par une primaire? Et est-ce que vous souhaitez que cette primaire concerne aussi les écologistes? Et par exemple, Cécile Duflot, qui est arrivée à Paris pour les législatives avec peut-être d'autres ambitions. D'abord, je pense que les primaires, c'est un bon moyen de départager plusieurs candidats. J'en connais pas d'autres. Et en plus, ça permet... Non, après, c'est les calculs d'appareil et ça me plaît pas du tout. Je pense qu'il faut faire les choses en transparence, devant les citoyens et associer les citoyens. Donc, quand il y a plusieurs candidats, la primaire permet effectivement de les départager. Il y a plusieurs types de primaires. On a eu et on connaît au PS, et j'en ai connu aussi, des primaires internes où seuls les militants votent. Ça, c'est une possibilité. La primaire ouverte à l'ensemble des habitants, je trouve que c'est très bien et on a notamment sur l'élection présidentielle eu une dynamique citoyenne très forte à l'issue de cette primaire. Et puis après, il y a la volonté de nos partenaires. Est-ce que nos partenaires voudraient s'engager avec un candidat commun, des listes communes dès le premier tour? S'il y a une volonté de cette nature-là, avec la nécessité d'organiser ou le besoin d'organiser une primaire, moi je suis absolument ouverte à tous ces cas de figure. Mais on ne peut pas dire on fait une primaire et après on part chacun séparément. Donc ça veut dire qu'il y a les écologistes, mais il y a aussi le Front de gauche. Le Front de gauche à Paris a fait des scores importants. Ils sont dans l'équipe municipale. Ils sont venus avec nous au premier tour en 2001 et en 2008. Donc il y a plusieurs partenaires avec lesquels il faudra discuter
discuter de leur volonté d'aller ensemble au premier tour et éventuellement d'organiser ensemble des primaires. Les au premier tour, en général, ont choisi. Vous pensez que Cécile Duflot accepterait de s'effacer en quelque sorte en vertu de la loi du nombre quand même? Je ne suis pas sa porte-parole et vraiment, ce sujet-là, elle est ministre du gouvernement. Hein, donc ce sujet-là, je n'ai pas l'impression qu'il soit dans les priorités gouvernementales. Donc on verra bien. Tout ça, ça viendra en son temps et ce n'est pas à moi de parler à sa place. Ce que je sais, c'est que quand certains évoquent l'idée d'une primaire ouverte aux partenaires, oui, mais une primaire ouverte aux partenaires, ça veut dire que la condition, c'est qu'on part ensemble au premier tour. Sinon, la primaire, c'est le premier tour de l'élection. Voilà. Romain Mesneau, RCF. Parmi les grands projets de Paris, il y a les grandes tours, notamment celle de Jean Nouvel dans le 13e arrondissement. C'est des projets qui sont très décriés par les écologistes qui parlent d'une balafre dans le paysage parisien, qui insistent sur le côté grand consommateur d'énergie de ces projets. Qu'est-ce que vous leur répondez ? D'abord, je considère qu'on ne peut pas être contre l'étalement urbain et contre la densité. Sinon, il y a un énorme problème, c'est qu'on ne peut pas... On dit aussi que, c'est ce qu'ils disent, c'est que ces quartiers-là sont finalement moins denses que d'autres quartiers parce qu'il y a un éloignement des constructions qui sont à proximité. Je vais revenir là-dessus, mais on ne peut pas être contre l'étalement urbain et contre la densité, parce que sinon, la question, c'est où on met les gens, hein, où on met l'habitat et où on met les lieux de travail pour permettre aux gens de travailler. Donc nous avons une vision que nous portons, que je porte en tant que première adjointe à l'urbanisme et à l'architecture, qui est de dire pour que la ville soit écologique, il faut que la ville soit dense, qu'elle limite les déplacements, que l'on puisse avoir dans chaque quartier une mixité fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on trouve des endroits pour habiter et d'ailleurs de la mixité sociale hein, dans le logement, mais qu'on trouve aussi des lieux où on travaille, des lieux où on se divertit, les lieux où on peut se promener, respirer, et tout ça avec un réseau de transport qui doit être respectueux de l'environnement, c'est-à-dire qui doit miser sur des énergies, des véhicules non polluants. Notre proposition, qui a été aussi combattue par d'autres, hein, d'Autolib, fait partie de ces propositions qui s'intègrent dans ce projet de ville écologique, d'écologie urbaine que je porte et que beaucoup de grandes villes dans le monde portent. Donc, premièrement, il n'y a pas d'autre solution. Ensuite, ces immeubles, puisque nous avons... par exemple, aussi dans le 13e arrondissement ou à Clichy-Batignolles, des immeubles de 50 mètres pour du logement, hein, c'est-à-dire 15 étages, vont permettre d'habiter dans de bonnes conditions. On fait du social et de l'accession à la propriété, d'habiter dans de bonnes conditions et on récupère de l'espace au sol. C'est vrai que quand on monte un peu en hauteur, on récupère des espaces verts, on récupère un espace public qu'on peut aménager de façon plus généreuse. Donc, moi, je suis convaincue, bien sûr, avec beaucoup de délicatesse. Et vous savez, quand j'ai porté ces projets, celui sur lequel Jean Nouvel a gagné avec cette magnifique tour du haut, mais pareil sur Clichy-Batignolles ou la tour triangle à la porte de Versailles, quand je porte ces projets, je le fais avec beaucoup de doigté et de délicatesse. Il faut une qualité architecturale exceptionnelle et on ne transigera pas là-dessus. Et il faut une qualité environnementale, c'est-à-dire que ces bâtiments aient une performance énergétique, ce qui est le cas, qui permettent effectivement de montrer qu'on respecte la planète et on combat les émissions de gaz à effet de serre en allant vers ce type d'urbanisme qui est très délicat et qui ne refuse pas d'affronter les réalités. Sur ce dossier parisien, peut-être une dernière question de Mathieu Castagnier, de la Croix. Oui, la droite s'inquiète, estimant que la victoire de François Hollande signe la fin du Grand Paris tel qu'il avait été voulu, poussé par Nicolas Sarkozy, en particulier de son réseau de transport express extrêmement large autour de Paris. Est-ce que vous pensez, vous aussi, qu'effectivement, il faut remettre ce dossier à plat parce qu'il y a des problèmes de financement? Ou est-ce que vous estimez qu'il faut continuer sur ce qui avait été, sur le compromis qui s'était difficilement dessiné ?
C'est un sujet très important et la métropole parisienne ne pourra pas rester dans un statu quo. Ça, c'est une évidence. Donc, il faut avancer. Est-ce que la méthode de Nicolas Sarkozy était la bonne? Non. Il y a eu au départ une très bonne intuition et une très belle initiative qui était la consultation des architectes du Grand Paris, qui était très globale. Ce n'était pas simplement la question du réseau de transport, qui est importante, mais il n'y avait pas que ça. Ensuite, l'idée s'est abîmée. Quand la Société du Grand Paris a été créée, ça a été une volonté de l'État précédent, enfin du gouvernement précédent, de mettre sous tutelle les collectivités en faisant présider par le préfet et en prenant, je dirais, le pouvoir sur les collectivités et en imposant un schéma de transport sur lequel la région et Jean-Paul Huchon a trouvé un compromis. Je pense qu'il ne faut pas remettre en cause ce projet-là dans je dirais, son architecture principale, même si le financement n'était pas trouvé, puisque l'État avait beau jeu, le gouvernement avait beau jeu de dire Grand Paris, mais il manque juste les milliards d'euros qui vont avec le Grand Paris. Les collectivités, que ce soit la région, le département de la Seine-Saint-Denis, Paris et le 94, le Val-de-Marne, avaient mis les moyens pour avancer sur un projet de transport qui avance d'ailleurs, qui permet des solutions immédiates aux difficultés de transport collectif en Île-de-France. Donc il faut continuer à avancer, mais sans doute avec une méthode beaucoup plus respectueuse des collectivités. Et la feuille de route que François Hollande a donnée lorsqu'il est venu à l'Hôtel de Ville de Paris après son investiture est très claire. Il a parlé du Grand Paris et de la métropole comme un sujet à enjeu fort sur lequel il souhaitait que la méthode qui soit utilisée respecte notamment Paris Métropole et la démarche des collectivités. Donc je pense qu'il faut avancer. Moi, je ne suis pas du tout pour le statu quo, vraiment pas. Mais il faut avancer dans le respect, ce qui n'avait pas été le cas de la méthode Sarkozy. Alors Anne Hidalgo, nous aussi, nous devons avancer dans cette émission. Je vous propose une seconde pause. Nous vous retrouvons dans quelques instants. Notre invitée aujourd'hui est Anne Hidalgo, première adjointe au maire de Paris. Elle est interrogée par Mathieu Castagnier pour La Croix, Vincent Némon pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. Alors, on a vu la constitution du premier gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Anne Hidalgo avait fait notable cette fameuse parité homme-femme. Mais soyons honnêtes, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que la répartition des postes clés n'est pas aussi équitable, peut-être, dans la mesure où on s'aperçoit que Christiane Taubira, qui est garde des Sceaux, est la seule femme sur ces fameux ministères qu'on appelle les ministères régaliens, pour parler clair. Marisol Touraine a un énorme ministère et j'en suis très heureuse parce qu'elle est très compétente. La culture est aussi un très gros ministère, culture et communication. Donc il y a le régalien, mais il y a aussi les gros sujets, quoi. On connaît votre sensibilité sur ces thèmes-là. Vous en avez fait d'ailleurs l'objet d'un livre dans le passé. Est-ce qu'on peut, à votre avis, maintenant qu'en effet que cette notion a été imposée au gouvernement, est-ce qu'on peut aller plus loin et plus vite ? En tous les cas, c'est déjà un signal extraordinaire, vraiment, et qui a été salué par beaucoup de nos concitoyens. La parité existe pour la première fois en France dans un gouvernement. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, avec beaucoup, notamment de jeunes femmes qui arrivent, qui vont avoir cette expérience extraordinaire. Pendant 10 ans, on n'a pas été au pouvoir au niveau national, donc cette expérience-là n'a pas pu se construire. Elle s'est construite dans les collectivités. Donc c'est vrai que beaucoup de mes collègues femmes qui sont au gouvernement viennent des collectivités. Elles ont été élues locales, elles ont appris. Et ça, je crois que c'est très très important. Il faudra aller plus loin, bien sûr. Je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale, quand je vois que l'UMP continue à empêcher des femmes, disons les choses telles qu'elles sont, on voit l'UMP parisienne, mais il n'y a pas qu'à Paris d'ailleurs, ailleurs aussi, ils empêchent des femmes de se présenter, ils ne jouent pas du tout le jeu de la parité, ils le combattent. Ça ne fera pas 50% de femmes à l'Assemblée nationale.
Donc il y a encore du chemin. Et ce chemin, je pense, va connaître quand même des grandes avancées, va faire des grands pas grâce à ce qui vient de se passer au niveau de la constitution de ce gouvernement et aux différents portefeuilles. Vous dites, elles ne sont pas dans les ministères importants. Franchement, le ministère des Affaires sociales me paraît, comme d'ailleurs l'économie et les finances, un ministère clé dans la période. Et voilà, et Marisol Touraine est à la tête de ce ministère. Christiane Taubira et beaucoup d'autres quand même portent des dossiers qui sont des dossiers très très importants pour la qualité de vie des Français. Romain Masneau, RCF. Dans le monde du travail, les femmes gagnent toujours moins 25% de moins que les hommes, et ce malgré une dizaine de lois, de lois, je crois, en 40 ans. Qu'est-ce qui manque pourquoi cet état de fait, et comment faire en sorte que les entreprises ne s'accommodent plus de cette situation en préférant payer les pénalités D'abord, je pense que le symbole du pouvoir politique qui évolue à la vitesse grand V va faire bouger aussi le monde économique. Je ne vois pas le monde économique. Il y a une force symbolique dans ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas la sous-estimer. Mais après, il faut des politiques très concrètes. C'est Najat Belkacem qui va porter cela avec sans doute bien sûr Marisol Touraine et Michel Sapin au ministère du Travail. La proposition qu'a faite François Hollande, c'est de dire voilà, on va donner 1 an aux entreprises pour qu'elles puissent négocier et surtout se mettre au carré en matière d'égalité salariale. Et puis celles qui ne le seront pas seront sanctionnées. Mais on pense que le mouvement va plutôt pousser un maximum d'entreprises à respecter cette égalité salariale qui est vraiment un scandale. C'est un scandale que les femmes à diplôme égal, à expérience égale, ne soient pas traitées du point de vue du salaire de la même façon. Alors souvent, on leur dit, et moi j'ai vécu ça, quand, avant de faire de la politique. Vous étiez inspectrice du travail. J'étais inspectrice du travail et j'ai travaillé aussi dans une grande entreprise, dans une DRH. On me disait, ah oui, mais vous comprenez, les femmes, tant qu'elles sont en âge de procréer, il y a le risque de la maternité. Mais la maternité n'est pas un risque, c'est, je dirais, aussi une compétence supplémentaire des femmes qui, du coup, arrivent très bien à gérer. En France, on a cette tradition d'activité des femmes et là, il est temps de dire stop. En tous les cas, les propositions que feront Najat Belkacem, le gouvernement, à partir des propositions de François Hollande, je pense, connaîtront des traductions concrètes rapides. Mathieu Castagnier-Lacroix. Petit point d'actualité là-dessus, il y a eu l'abrogation de la loi sur le harcèlement sexuel. Est-ce que vous souhaitez qu'on aille le plus vite possible, qu'on passe par une proposition de loi plutôt qu'un projet Il y a des textes qui ont été déposés par des députés socialistes qui visiblement ne satisfont pas vraiment les mouvements féministes. Quelle est la solution pour vous la plus rapide, la plus efficace ? Je pense qu'il faut aller vite et bien, c'est-à-dire pas se retrouver dans une situation où le texte serait fragilisé, parce que s'il a été annulé, c'est parce qu'il ne serait pas assez précis sur la définition même du harcèlement. Donc il ne faut pas se retrouver à nouveau dans une fragilité juridique, donc prendre quand même le temps de travailler. Je ne sais pas si c'est la proposition ou le projet de loi ce qui peut être le plus rapide et le plus efficace. Ça, je fais toute confiance au gouvernement et à la future Assemblée pour en décider. Mais il faut aller vite parce que c'est absolument inadmissible là aussi. Et puis d'avoir fait tomber tous les procès en cours, tous les procès en cours, alors que c'est un vrai problème, c'est un vrai sujet, et il faut arrêter de se dire que la question du harcèlement ne doit pas être traitée comme telle. Il y a beaucoup de femmes, d'hommes aussi, mais beaucoup de femmes en majorité, qui sont harcelées dans les entreprises, et le droit doit être là pour les protéger et pour stopper ces attitudes qui ne sont pas acceptables. Vincent Némon, Radio Notre-Dame. Anne Hidalgo, vous êtes face aux chrétiens dans une émission regardée par beaucoup de chrétiens. On parle de la place des femmes dans la société, on parle de la parité. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler aussi de la famille un petit peu ? Est-ce que vous ne pensez pas que justement ces femmes qui nous regardent peuvent se poser des questions sur leur place dans la famille ? Est-ce que vous savez déjà si le gouvernement va engager quelque chose sur cette place de la femme dans la famille ?
pourquoi pas revenir sur les questions de salaire maternel ou des questions comme ça. Est-ce que vous avez une réflexion sur la famille particulièrement et sur la place de la femme par rapport à la famille? D'abord, notre réflexion, elle est plutôt de considérer que hommes et femmes doivent contribuer à l'éducation des enfants et à leur devenir. Donc, c'est plutôt autour de la question de l'égalité. Il ne s'agit pas de nier du tout le rôle de la mère, mais plutôt d'aider les pères à assumer aussi leur rôle. Et on voit que beaucoup de difficultés dans notre société, quand on dit la part des familles monoparentales qui sont en fait dirigées par des femmes, leur isolement souvent, la précarité, la difficulté à assumer le rôle de parent. Il faut qu'on aide, par exemple, en particulier les femmes dans les familles monoparentales, parce qu'on sait que ça provoque aussi beaucoup de dégâts, de difficultés dans la société et dans l'évolution des enfants. Mais il faut surtout aider à ce que femmes et hommes, dans un projet commun qui est celui de faire des enfants, puisque la famille naît à partir du moment où l'enfant naît, enfin où il y a un désir d'enfant et un projet d'enfant, et bien que hommes et femmes puissent contribuer le plus possible à parité pour le bien des enfants. Vous savez, moi j'ai 3 enfants, je suis une mère de famille absolument comblée je n'aurais pas imaginé ne pas avoir d'enfants, et en même temps j'ai pu mener une vie professionnelle, aujourd'hui une vie politique, parce que à chaque fois j'ai eu quand même le concours de mon mari qui était aussi dans l'idée qu'il avait un rôle et que ce rôle était structurant pour l'enfant. Donc je crois qu'il faut qu'on aille vraiment dans ce sens-là, aider les femmes à travailler, à mener de concert la vie professionnelle et la vie familiale me paraît une des pistes sur laquelle il faut aller, et respecter le choix des femmes qui souhaitent s'occuper uniquement de leurs enfants, bien évidemment. Vous m'amenez à vous poser la question suivante tout naturellement. Le mariage homosexuel et l'adoption par les couples de même sexe, c'est donc quelque chose qui ne vous paraît pas très normal, si on vous comprend bien dans ce que vous venez de dire sur le rôle du père et de la mère par rapport aux enfants? Ah non, au contraire, moi je suis très pour ce mariage de personnes d'un même sexe et pour l'adoption. Et ma réflexion est la suivante. Quand il y a un désir d'enfant, il peut être partagé, et j'ai beaucoup d'amis autour de moi, je vois beaucoup de couples homosexuels qui considèrent que leur amour passe aussi par un enfant qu'ils ont envie d'élever, soit d'adopter, soit d'avoir, et c'est le cas. Il y a beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui des enfants élevés dans des couples qui sont de parents d'un même sexe, 2 hommes ou 2 femmes. Et la question de l'équilibre de l'enfant, elle est tout autant posée chez un certain nombre de familles hétérosexuelles. Il y a des enfants dans des familles hétérosexuelles qui ne vivent pas bien parce que leurs parents ne s'occupent pas d'eux, parce qu'ils n'ont pas l'amour dont ils ont besoin pour se construire. Et donc, pour moi, c'est indifférencié. C'est-à-dire il faut qu'on arrive vers une indifférenciation. 2 hommes qui s'aiment, 2 femmes qui s'aiment, qui ont envie d'avoir un enfant, c'est une famille. Et ce qu'elles vont apporter à l'enfant est aussi fort que ce que dans un couple hétérosexuel on apporte à un enfant quand on l'aime et que l'enfant naît d'un désir commun. Mathieu Castagnier-Lacroix. Je vous entraîne sur un tout autre sujet, si vous voulez bien, celui du logement. Visiblement, la ministre du Logement, votre collègue bientôt élue parisienne, Cécile Duflot, semble décidée à pousser la proposition qui avait été lancée de passer à 25% de logements sociaux dans les grandes agglomérations. Est-ce que Paris, qui déjà met beaucoup de moyens, mais bataille pour tenir les 20%, pour arriver à la fin de la mandature peut-être à approcher l'objectif de 20%, est-ce que 25%, c'est imaginable à Paris? Est-ce que c'est possible financièrement? Oui, bien sûr. D'abord, c'est une proposition, enfin les propositions en matière de logement que François Hollande a portées, que Cécile Duflot va mettre en œuvre, ont été aussi élaborées avec notre contribution, la contribution du maire de Paris, de l'équipe parisienne et d'autres équipes, bien sûr, puisque nous sommes dans une zone tendue. Nous faisons l'effort, et c'est
je dirais, un axe fort de notre politique, de faire du logement social. Et nous serons à 20% de logements sociaux en 2014. C'est-à-dire que nous serons, avant même, puisque la loi actuelle sur les 20% de logements sociaux dans chaque commune ne s'appliquera qu'en 2020. Avant même 2020, déjà en 2014, nous serons à 20%. Et nous avions d'ores et déjà, en faisant nous-mêmes la proposition de passer de 20 à 25%, anticipé le projet pour Paris. Il faut qu'on continue à faire du logement social et il faut aussi, c'est une autre proposition très importante de François Hollande, que nous allions vers l'encadrement, la maîtrise, la régulation des loyers du secteur privé, parce qu'il faut aussi permettre aux classes moyennes qui ne sont pas, pour certaines, éligibles au logement social, de pouvoir trouver à se loger dans le secteur privé. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est pas acceptable dans la spéculation, dans l'augmentation absolument inconsidérée d'un certain nombre de loyers au moment de la première location ou de la relocation. Donc il faut réguler tout cela. Et là aussi, nous serons des soutiens résolus à Paris de ces propositions en matière de logement. Et pour nous aider à faire du logement social, il y a aussi une proposition de François Hollande qui est de mettre à disposition des terrains gratuitement des collectivités pour qu'on puisse y faire du logement social. Donc nous sommes en train d'élaborer la liste précise de ces terrains que nous soumettrons au gouvernement pour pouvoir débloquer un certain nombre de projets de logement social et privé. Romain Masneau, RCF. Et autre question sur les retraites. Le gouvernement s'apprête à publier un décret dans les 3 semaines pour permettre aux personnes qui ont commencé à travailler tôt à partir à la retraite à 60 ans. D'abord, une question sur la forme. Pourquoi le Parlement ne sera-t-il pas consulté sur cette question qui est pourtant essentielle? Une question sur le fond. Comment limiter le surcoût pour les régimes complémentaires que le patronat estime à environ 2 milliards d'euros par an à partir de 2017? D'abord, c'était une proposition phare, là aussi un engagement important de François Hollande, donc l'on souhaite, que le gouvernement souhaite le mettre en œuvre rapidement. D'ailleurs, en ayant discuté avec les partenaires sociaux, me paraît une très bonne chose. Je crois qu'il y a aussi un signal de confiance à donner aux Français, et ce signal de confiance, c'est de dire que ce qu'on s'est engagé à faire pendant la campagne électorale, nous le faisons. Et ça me paraît très important. En plus, ça a été Pendant longuement... longtemps, vous aviez dit le retour à la retraite à 60 ans pour tout le monde, pas seulement pour ceux qui ont le commencé projet à du travailler PS tôt. ne disait pas du tout cela. Et quant au financement, justement, la réforme portée par M. Sarkozy et M. Fillon en matière de retraite n'était pas financée. D'ailleurs, elle était tellement pas financée qu'au bout de quelques mois, ils ont dû y revenir, puisqu'ils n'avaient pas le financement. Ce qu'on avait dénoncé depuis longtemps. Le projet que le PS a fait en matière de retraite cherchait effectivement des sources de financement complémentaires pour pouvoir élargir l'assiette, trouver des financements auprès d'un certain nombre de fonds qui pouvaient être mobilisés pour la retraite, et pas uniquement en faisant appel aux cotisations salariales et patronales. Donc cette critique sur le financement n'est pas fondée, puisque le système que notamment le gouvernement précédent a mis en place n'était pas financé. Donc c'est un autre mode de financement. On ne va pas faire de la même façon, parce que sinon, effectivement, il n'y aurait pas de solution. Mais on va chercher les sources de financement pour pouvoir porter un projet sur les retraites. Et là, sur l'ensemble du dispositif, bien évidemment, il y aura la discussion avec les partenaires sociaux et sans doute le Parlement. Puisque François Hollande prône toujours la concertation, mais pourquoi ne pas avoir attendu cette fameuse grande conférence sociale annoncée pour le début juillet? Parce que je pense que c'est un sujet qui est aussi très attendu par les organisations syndicales et sur lequel il y a besoin d'aller vite. Ce n'est pas un sujet, pour le coup, qui est mis dans le débat général sur de la conférence sociale. Là, il y avait un accord, même une attente très forte, d'abord des Français, mais aussi des organisations syndicales, pour que cette injustice, quand même, là aussi, considérer que l'équilibre du système des retraites tient au fait que des gens qui ont commencé à travailler tôt vont devoir rester encore longtemps, alors
alors que la question de la pénibilité des emplois, des postes n'avait pas été traitée. Elle avait été traitée quand même par M. Wörth et M. Fillon et M. Sarkozy, vraiment d'une façon, là aussi, assez indigne. Ils avaient considéré la question de la pénibilité comme un sujet à traiter, comme les maladies professionnelles. Mais non, la question de la pénibilité, elle renvoie aux conditions de travail, elle renvoie aux estimations de durée de vie qui sont tout à fait mesurables, profession par profession. Donc voilà, je crois que le sujet plus global des retraites, de la pénibilité, du financement du régime des retraites et de notre protection sociale au sens large, ça relève effectivement du travail qui va être fait avec les partenaires sociaux, puis à l'Assemblée nationale. Mais ce sujet très symbolique et très important, parce qu'il concerne quand même des millions de personnes, ce sujet-là devait être traité beaucoup plus rapidement et je suis contente que le gouvernement le fasse. Alors, nous suivrons bien entendu avec attention cet agenda annoncé en matière sociale. Vous êtes particulièrement attentive à cela comme nous. Et sur ces réflexions, je vous propose de clore cette émission. Merci Anne Hidalgo d'avoir accepté notre invitation. Si vous voulez revoir cette émission, vous pouvez le faire sur les sites respectifs de La Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF et de KTO. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, un très bon week-end. Je vous dis à bientôt.